On repart tout de suite pour une keynote sur un sujet, là encore, majeur. Décarboner sans nous saborder, entreprise, exiger un vrai plan. Alors décarboner rapidement et drastiquement, l'économie française est un impératif pour assurer la survie de notre économie et de nos sociétés face au double enjeu du siècle, limiter les risques du changement climatique et faire face aux crises d'approvisionnement en énergie et matières qui s'intensifient déjà. La réussite de cette transformation bas carbone, tout comme son acceptabilité sociale, vont reposer d'autant plus sur l'appui et l'accompagnement d'une autre ressource essentielle, les emplois et les compétences qui feront les entreprises de demain. Comment construire cette nouvelle économie? C'est ce que propose le plan de transformation de l'économie française du Shift Project, paru en 2022, que va nous détailler Maxime Efouy-Hess, ingénieur expert du Shift Project sur les secteurs numériques et industrie, qui me rejoint tout de suite sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Allez-y, je vous en prie. Il y a le timer dessus, formidable. Oui, je l'ai. Vous pouvez y aller. Je peux commencer? Oui, Formidable. allez-y. On peut l'applaudir. Oui, pas de souci. Entendu. Bonjour à toutes et tous. Du coup, je m'appelle Maxime Efouy-Hess et on m'a demandé de venir pour vous présenter nos travaux au sein du Shift, que je vais m'empresser de vous présenter rapidement, sur la transition énergie-carbone et du coup ce qu'on entend derrière le mot planification, qui est aujourd'hui d'actualité puisque maintenant on a un secrétariat général à la planification écologique et du coup c'est des questions qu'on peut se poser à la fin. Donc pour vous présenter rapidement ce qu'est le Shift. Le Shift, c'est un think tank. On se définit comme un think tank. Structurellement, on est une association loi 1901, comme toutes les assos de pétanque, reconnue d'intérêt général et à but non lucratif. La double mission qu'on s'est donnée, c'est d'éclairer et d'influencer le débat sur la transition, énergie, carbone. Et derrière ces deux mots, il y a en gros une rigueur, enfin une méthode qui veut s'approcher de la rigueur scientifique. Derrière le éclairé, l'idée c'est qu'on réunit des groupes de travail qui viennent des secteurs qu'on veut traiter. Donc par exemple, je vais vous donner des exemples là, sur l'industrie. On a été chercher des gens qui ont fait carrière dans l'industrie, on a réuni un groupe de travail piloté par des gens salariés du Shift, dont je fais partie, pour aller chercher quelles sont les questions à arbitrer et les réponses qu'on a déjà sur la transition de l'industrie en France. Ça, on le construit au travers d'approches chiffrées, c'est-à-dire qu'on modélise des choses, alors sous Excel, parce que c'est simple, c'est transparent, ça permet d'être sourcé, ça permet d'être réutilisé ensuite par les acteurs, et ça nous permet d'objectiver le débat, d'objectiver les endroits où ça ne sert à rien d'en discuter parce que c'est impossible, les endroits où ça ne sert à rien d'en discuter parce que ce n'est pas un levier qui est quantitativement intéressant, et les endroits où ça sert d'en discuter parce que c'est stratégique, et en plus quantitativement c'est intéressant. Et tout ça on le met dans des rapports, qu'ensuite on publie en accès libre avec les modèles, ce qui nous permet de construire de la connaissance à partir de la connaissance déjà là. En fait, on agrège, on synthétise, on fait ressortir les points qui sont politiques, en fait, au sens noble du terme, c'est-à-dire là où il faut aller arbitrer, aller discuter, réunir les acteurs. Et ensuite, on distribue ces PDF à l'échelle de la France, de l'Europe et du monde, suivant les sujets. L'objectif de tout ça, c'est de réussir à faire en sorte que le débat sur la transition énergie-carbone, il se fasse. Parce qu'on peut en débattre sans savoir de quoi on parle, et c'est ce qu'on a fait pendant de nombreuses dizaines d'années. Aujourd'hui, en France, on va dire c'est 5 à 7 dernières années. Je ne dis pas ça parce que j'ai commencé à travailler sur le sujet il y a 5 à 7 ans. Mais ces 5 à 7 dernières années, on a gagné beaucoup en maturité, en fait, à l'échelle française et à l'échelle européenne. Mais on a pendant longtemps discuté du climat, discuter de la transition sans se demander ce qu'elle impliquait véritablement pour les acteurs, publics et privés, pour les modes de vie, etc. Donc ce qu'on a fait entre 2020 et 2022,
c'est essayer de synthétiser tous les travaux que le Shift avait fait jusque-là, les travaux qui avaient été produits par tous les autres acteurs jusque-là, dans un grand exercice qu'on a appelé le plan de transformation de l'économie française, qui a donné lieu à la publication de plus d'une dizaine de rapports où on a creusé secteur par secteur. Donc vous en avez des exemples ici. Ça va des secteurs en amont avec l'industrie lourde jusqu'au secteur de services à la fin avec la culture. Et l'idée, ça a été de regarder par secteur quels sont les leviers de transformation pour se décarboner et s'affranchir des énergies fossiles et vérifier que le tout boucle. Et c'est l'apport principal de cet exercice. Aujourd'hui, on en est à un stade de maturité où on connaît les leviers. La question, c'est est-ce que ça boucle physiquement? Est-ce que c'est possible? Et on va avoir quelques exemples. Mais si pour décarboner un secteur, vous pariez sur l'intégralité du potentiel d'agrocarburant de l'Europe et qu'en fait on parie sur la même intégralité du même potentiel, du même biocarburant pour décarboner un autre secteur, on comprend vite qu'on n'a pas deux Europes et donc que ça ne fonctionne pas. Et en fait, c'est tout bête, mais cet exercice, il est assez neuf. Donc on n'est pas les seuls acteurs à le faire, mais c'est assez neuf. Ce degré de maturité, ça nous permet de savoir où est-ce qu'il va y avoir des arbitrages. Et soyons clairs, c'est aux endroits où on a des arbitrages qu'il va falloir réunir les acteurs. Là où il n'y a pas de questions à se poser, bon, il faut le faire, mais il n'y a pas besoin de réunir vraiment un comité stratégique pour y réfléchir. Donc on a fait tout ce travail, on l'a publié dans des rapports, on l'a synthétisé dans le petit livre que vous voyez en bas à droite, le plan de transformation de l'économie française sous forme de livre, qui rend la chose plus accessible et qui permet un peu d'avoir un panorama en fait, avec les quelques chiffres clés et ce que ça peut commencer à vouloir dire en termes de récit, pour utiliser un grand mot, pour les différents acteurs de l'économie. Donc, avant de passer à la présentation des résultats de ce grand exercice, ce qu'on m'a demandé de faire, je finis rapidement sur la structure du Shift en tant que telle. On est une association financée par des entreprises, historiquement des grosses, depuis quelques années aussi pas mal de TPE et de PME. L'idée du Shift, c'est de mobiliser les acteurs et en fait de réussir à créer un pont entre les acteurs publics et privés. Et pour ne pas que ça soit juste un vœu pieux, il y a une façon très simple de le faire, c'est d'aller voir les acteurs que vous voulez mobiliser, de leur demander de vous financer et de les faire participer aux travaux. Et en fait, c'est ça qu'on arrive c'est comme ça qu'on arrive à produire les rapports qu'on arrive à produire. C'est des rapports qui sont produits par les acteurs des différents secteurs. Les acteurs publics, si vous allez les voir avec le rapport ou avec le groupe de travail et que vous leur dites on a besoin d'un regard public, bon, c'est plus facile à impliquer. Une entreprise, historiquement, sur les problématiques énergie-climat, elles sont plutôt sur la défensive d'un point de vue stratégique. Et le positionnement du Shift, c'est de dire qu'il y a deux grands cas quand on est une entreprise. C'est soit votre modèle économique est compatible avec la transition, il est plutôt gagnant dans l'état de l'économie transitée, et dans ce cas-là, c'est une bonne idée de s'intéresser à ce qui va se passer, parce que c'est des opportunités, soit votre modèle économique ne l'est pas. Et dans ce cas-là, vous faites partie des perdants a priori, c'est-à-dire toutes choses égales par ailleurs. Et dans ce cas-là, il est d'autant plus important de s'intéresser à ce qu'implique la transition. Pourquoi? Parce que cette transformation, elle résulte de contraintes physiques. Et la physique, c'est la physique. Donc on peut crier, prier, écrire des poèmes ou voter des lois, ça ne change pas les lois de la physique. Voilà, on tombera toujours vers le bas en sautant du haut d'un immeuble. Bon, si on fait passer une loi par référendum, on tombera toujours vers le bas en sautant d'un immeuble. Et c'est la même chose pour le carbone et le climat. Et du coup, c'est ça qu'on synthétise dans ce que nous, on appelle la double contrainte carbone. Ce sont les deux faces des enjeux des 3 prochaines décennies. Enfin, en vrai, des 5 à 10 prochaines décennies, mais déjà, on va se fixer sur les 3 prochaines qui nous mènent à 2050. Cette double contrainte carbone, c'est d'un côté le climat, et donc ça, on voit bien ce que c'est. Derrière le climat, il y a l'adaptation au changement qui est déjà engagé et l'atténuation pour essayer que le climat ne change pas trop. Pourquoi on veut que le climat ne change pas trop? L'objectif 2 degrés des accords de Paris, c'est quelque chose qu'on s'est auto-imposé à l'échelle de l'humanité. C'est-à-dire que physiquement, si on s'en donne les moyens, on peut aller à +3, peut-être même +4 si on a vraiment envie. Pourquoi on veut rester à +2? Parce que si le climat change trop, et c'est vraiment tout bête, c'est juste que si le climat change trop, tout ce qu'on a construit jusque-là n'est pas fait pour. Quand on a construit nos immeubles, nos maisons et nos hôpitaux, à aucun moment on s'est préparé à un climat qui changeait trop. C'est normal. Personne ne s'est dit en construisant le premier hôpital, ah oui, mais si on arrive à +3 degrés, non, c'était pas le moment. Donc l'idée, c'est, si on ne veut pas devoir changer tous nos systèmes pour avoir les mêmes niveaux de service, il vaut mieux limiter le réchauffement et donc changer nos systèmes pour ne pas avoir à les changer complètement. Un exemple tout bête, nos hôpitaux et nos zones chirurgicales, nos blocs opératoires, ne sont pas du tout prévus pour des canicules supérieures à 45 à 50 degrés. Donc s'il fait trop chaud, on peut avoir toute la réfrigération, toute la climatisation qu'on veut,
ça ne suffit pas. Donc on a déjà eu dans les canicules de ces dernières années des blocs opératoires qui ont dû s'arrêter. Bon, bah, c'est juste ça en fait. On n'a pas prévu qu'on aurait des canicules à 45 degrés, donc on n'a pas prévu les blocs opératoires pour le faire, et donc il y a une partie d'adaptation qui nous donne de la marge, mais surtout il faut limiter le changement pour que nos systèmes puissent continuer d'évoluer. Et derrière système, il y a économie en fait, hein. C'est pouvoir continuer à faire des choses. L'énergie, c'est l'autre versant de la contrainte. Ce versant-là, c'est les énergies fossiles. C'est-à-dire que notre économie, elle est branchée sur les énergies fossiles. J'ai pris l'exemple de la France, pour qu'on se rappelle quand même que oui, on a une électricité décarbonée, on a électrifié plein de trucs, mais on dépend quand même vachement du pétrole. Et ça, c'est en énergie primaire. En énergie finale, c'est les 3/4 à peu près. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Et en fait, intuitivement, c'est logique, hein. Aujourd'hui, nos camions, ils roulent à l'essence, nos avions volent au kérosène, et on a une partie de nos logements qui sont chauffés au fioul. Bon, le pétrole et le gaz sont des énergies qui coulent dans les veines de notre économie et qui en fait permettent au cœur de battre. Notamment parce qu'elles sont indispensables pour des usages très spécifiques, et en particulier l'industrie et la mobilité. On comprend bien que si on fait baisser la tension artérielle de notre industrie et de notre mobilité, l'économie en prend rapidement un coup. Et on a commencé à avoir quelques expériences grandeur nature ces dernières années. Donc la contrainte énergétique, elle dit que si la production de pétrole ralentit ou devient plus compliquée, que ce soit d'un point de vue technique, énergétique, et que ça se traduise d'un point de vue économique ou non, vous allez baisser un petit peu la tension artérielle de votre économie. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de pétrole demain. Là, ce qu'il y a sur ce graphique, en gros, ça raconte que si on ne fait plus... Enfin, qu'en gros, il faut ouvrir l'équivalent, enfin, des nouveaux puits et de nouvelles découvertes de puits de pétrole qui représentent l'équivalent d'un tiers de la production actuelle d'ici 2030, si on veut compenser l'épuisement des puits actuels. Et c'est logique, hein, vous avez une poche, vous prenez du pétrole, il y en a moins, bon, bah, il faut en trouver une autre avec du pétrole. Et en fait, on a du pétrole de moins en moins pur. C'est les pétroles de schiste par rapport au pétrole conventionnel, par exemple. Ces pétroles moins purs, c'est jusqu'avant, vous aviez un puits où vous preniez de l'eau, elle était claire, maintenant elle est boueuse. Donc bon, on peut la laver, on peut la traiter un petit peu, et on pourra la boire. Mais il faut la traiter. Et donc ça fait baisser le taux de retour énergétique. L'idée, c'est simplement qu'il nous faut plus d'énergie pour extraire la même quantité, et donc en net, bah, votre bénéfice énergétique il diminue. Donc on a bien moins d'énergie qu'avant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus, ça veut dire que c'est de plus en plus contraint. Ça veut dire que la tension artérielle baisse un petit peu. Et derrière cette tension artérielle, il y a toute notre économie. L'ordre de grandeur d'évolution en fait, de la contraction énergétique, c'est-à-dire le pas de temps, la période pendant laquelle les augmentations de crise énergétique et de contraintes sur les prix, etc., et de disponibilité vont arriver, c'est de l'ordre de 20 ans. Voilà. Donc c'est le premier timing qu'il faut garder en tête. Le deuxième, c'est celui sur le budget carbone. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, pour rester sous 2 degrés, il faut émettre pas trop de carbone dans l'atmosphère. Ce pas trop de carbone, c'est physique, parce que si vous émettez du CO2, ça augmente l'effet de serre, donc ça se comptabilise, et c'est un budget, tout bête. Et en fait, aujourd'hui, la manière dont on dépense ce budget annuellement nous met pas du tout sur la bonne trajectoire. On a 30 ans, donc d'ici 2050, pour arriver à la neutralité carbone, c'est-à-dire qu'on baisse de 80% nos émissions, en Europe notamment, et on augmente nos puits de carbone pour que la planète et les écosystèmes réabsorbent ce qu'on émet. Donc le deuxième ordre de grandeur, c'est 30 ans. Et si on ne fait rien, on a brûlé notre budget carbone d'ici 30 ans. Donc bon, dans tous les cas, l'ordre de grandeur, c'est 30 ans. Et donc ça nous donne ce premier pas de temps. D'ici 20 à 30 ans, concrètement, il va se passer des choses sur le carbone, enfin sur le climat du coup, et sur l'énergie. Et donc le temps caractéristique qu'on a à gérer, nos défis, ils sont dans les 20 à 30 ans qui viennent. Pourquoi je raconte tout ça? Juste pour positionner le niveau des enjeux. C'est-à-dire que les systèmes qu'on doit changer dans notre économie, c'est changer un parc automobile intégralement, c'est changer un mix électrique, transformer et développer un tissu industriel ou transformer l'urbanisme. Et ben en fait, c'est de l'ordre à minima de 20 à 30 ans. Donc, puisque nos problèmes, pour les résoudre, on a un temps qui est de l'ordre du temps de modification de tous nos systèmes, et ben ça veut dire qu'on a un fusil à un coup. Et ce n'est pas forcément terrifiant.
c'est juste en termes méthodologiques, ça nous impose une chose, c'est qu'il faut réfléchir à comment on ajuste les choses. On n'a pas le luxe, on n'a plus le luxe de se permettre de dire oui, on va tenter par là, on va essayer ça, on verra, ça va bien boucler à un moment. Non, non. Il faut être sûr que dans les 30 ans qui viennent, ce qu'on propose là, ça boucle. Et je ne vous apprends rien si je vous dis que dans des cycles économiques, des cycles industriels, des cycles territoriaux, ce qu'on lance maintenant, ce qui va se passer en 2050, c'est les choses qu'on va décider maintenant, dans les 5 à 10 ans qui viennent. Et donc du coup, ça nécessite cette réflexion. C'est pas juste qu'au Shift, on aime bien faire des modèles et qu'on aime bien les chiffres. C'est vraiment que c'est stratégiquement intéressant de le faire, parce que sinon, on n'est pas dans les clous par rapport aux enjeux. Donc on peut décider de ne pas le faire, mais ça ne sert à rien de faire semblant. Et donc ça nous mène à la méthodologie du Shift pour traiter ces enjeux. Concrètement, on s'est intéressé à l'économie, dans le plan de transformation de l'économie française, que je nommerai peut-être par inadvertance PTEF, qui est l'acronyme barbare, mais maintes fois utilisé pour désigner ce travail, et qui consiste à prendre l'économie comme objet d'étude. Et donc l'économie, ça peut être vu comme une boîte noire dans laquelle vous faites rentrer les matières premières et l'énergie, et qui vous sort des biens, des services, des choses qu'on peut faire. Et en fait, on a décidé de la décrire d'un point de vue physique. Donc non pas avec des euros ou des dollars, mais avec des nombres d'emplois, des mètres carrés de bâtiments, des kilomètres parcourus, des tonnes kilomètres transportés, etc. Pourquoi on a fait ça? Parce que, et vous allez le voir, ça nous a permis de construire vraiment les lunettes du Shift, c'est-à-dire que c'est comme ça qu'on voit le monde. Alors ça vous transforme votre vie de tous les jours aussi, de manière un peu fatigante parfois, mais c'est très très utile. Ça nous permet de comprendre les enjeux qui vont être ceux des prochaines décennies. Parce que, en fait, les enjeux des 30 ans, des 20 à 30 ans à venir, on voit bien, leur origine première, c'est des origines physiques, ce n'est pas des origines économiques. Ils peuvent se traduire de manière économique, mais déjà de plein de manières différentes, et surtout seulement dans un deuxième temps. L'avantage d'aller compter les térawattheures, c'est que s'il y a moins de térawattheures de pétrole, vous n'avez pas besoin de passer par la variable euro pour dire il va y avoir arbitrage sur l'utilisation du pétrole. Parce que s'il y en a moins, il y en a moins. C'est comme ça. Et donc, du coup, cette approche, elle nous permet de construire ce type de conclusion. Donc là, je vous donne l'exemple sur les conclusions de l'industrie parce que je le trouve assez parlant. C'est que ça nous permet de lister les leviers qui sont à disposition, et pas seulement les leviers, mais bien leur potentiel. Parce qu'on a bien un fusil à un coup. Donc il ne s'agit pas de faire la liste et de les lancer tous en l'air en espérant que ça fasse une cabane. L'idée, c'est de dire comment est-ce qu'on construit la cabane. Donc on prend planche par planche, on mesure, on les coupe au bon niveau, et puis on construit la cabane. Et du coup, ça nous permet d'aboutir à ce type de résultat. Sur l'industrie, les leviers de progrès continu, donc c'est toutes les choses qu'on sait déjà faire, c'est isoler les fours, améliorer le recyclage de l'aluminium, etc., électrifier certains procédés. Toutes les choses qu'on sait déjà faire nous permettent de faire 40% du chemin de la décarbonation pour être au bon niveau. Les leviers de rupture, c'est l'utilisation de l'hydrogène pour produire, l'utilisation de l'électrolyse pour produire l'hydrogène pour produire les engrais, l'utilisation de l'hydrogène pour produire de l'acier, c'est la capture du carbone aux endroits où c'est véritablement techniquement possible dans les 20 à 30 ans, etc., le recyclage chimique des plastiques. Tout ça, ça nous permet de faire 40% maximum du chemin. Pourquoi je dis maximum? Parce que ce sont des leviers de rupture. Donc, ils sont matures, on n'a pas pris de la science-fiction. La fusion nucléaire, pour 2050, faut quand même sacrément y croire. Donc ce n'est pas de la science-fiction, mais ce sont des leviers qui nous permettent d'avoir des vraies ruptures de pente sur certains impacts, avec toutes les questions que ça pose sur notre capacité à les déployer à l'échelle industrielle dans les 30 ans qui viennent. Et donc l'idée, c'est que tout ce qu'on n'arrive pas à faire par la rupture, parce qu'on aura des contraintes économiques et de rentabilité, parce qu'on aura des contraintes de déploiement industriel, des contraintes techniques, il faudra les transvaser dans un troisième vase, qui est le vase qu'on a nommé sobriété. Et en fait, dans sobriété, vous avez tous les leviers qui sont un peu enquiquinants à mettre en place. En gros, c'est tous les leviers qui nécessitent une réflexion sur le modèle économique, qui nécessitent une réflexion sur la forme des activités, sur mes chaînes de valeur, sur les compétences que je dois avoir à l'intérieur de mon entreprise, etc. Et ce levier de sobriété, il a ça de différent des leviers technologiques, que les leviers technologiques sont sans changement d'usage. Concrètement, il y a les trois grandes familles. La première qui vise surtout à électrifier les choses, et du coup on va voir que c'est ça qui nous reporte une partie du débat et de la discussion à avoir sur la taille acceptable du système électrique, enfin admissible du système électrique. Il y a une partie sur l'amélioration, on va améliorer l'efficacité énergétique, on va changer de vecteur mais à usage constant pour émettre moins de carbone, donc améliorer une efficacité carbone à usage constant, et les leviers de rupture dont je parlais juste avant. Le levier de sobriété, et là je donne l'exemple pour l'industrie,
c'est une réorganisation complète de notre système productif et de consommation. C'est pas juste se resserrer la ceinture et dire j'ai faim, j'ai froid et mourir dans notre souffrance. En fait, c'est réfléchir à comment l'économie se transforme pour baisser ses impacts carbone et devenir indépendante au maximum des énergies fossiles, et comprendre comment toute la chaîne de valeur amont et aval doit se transformer. Et donc sur l'industrie, nous, parce que du coup j'étais dans le groupe de travail industrie, on a eu des contraintes qui sont venues. Et donc en fait, les 20% du trajet minimum qui doivent être faits par la sobriété nous viennent de notre impératif de diminuer de 80% nos émissions, mais aussi du simple fait que la production d'acier, notre demande, elle est drivée par le secteur du logement et le secteur automobile principalement. Bon, on a été voir le groupe de travail logement et le groupe de travail automobile, on dit bon, comment ça évolue, et puis le logement a dit moi j'ai vu ma trajectoire, je dois intégrer du bois, des géosourcés, et puis produire moins de construction neuve pour reporter vers la rénovation, j'ai moins besoin d'acier. Ah, d'accord. Et l'automobile, c'est moins de voitures parce qu'on fait du report modal en partie et on fait des voitures plus légères pour améliorer l'autonomie. Bon, du coup, ma demande en acier, elle baisse. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on se projette, si on veut vraiment se projeter dans ce que veut dire une transformation de l'économie, rien ne sert de réfléchir toutes choses égales par ailleurs. La question, c'est comment l'intégralité de l'écosystème duquel je dépends en amont et en aval, dans mon offre, dans ma demande et dans les réglementations, va évoluer pour savoir à quel point je dois réfléchir à mon modèle économique, que ça me plaise ou non en fait. Enfin, c'est juste de la stratégie et une considération des enjeux pour mon modèle économique. La dernière chose, le dernier déterminant, gros déterminant, on va dire, technico-physique sur la transition, c'est le système électrique et son pendant énergétique, c'est-à-dire le complément. Pardon. Je fais quelques lapsus. Le système électrique, pourquoi? Parce que donc on va électrifier un certain nombre d'usages, parce que l'électricité est décarbonable, et une électricité décarbonée est un bon moyen, alors moins efficace que le pétrole, sinon on serait resté sur l'électricité, mais est un bon moyen, si on veut s'affranchir du pétrole et du gaz, pour faire des choses sans produire trop de carbone. Et donc du coup, les recommandations sur lesquelles on est tombé après avoir documenté l'intégralité des scénarios disponibles, c'est que concrètement, il faut pousser tous les leviers et espérer que ça passe. L'idée, c'est que le débat sur quel mix, etc., est un débat à avoir, mais on perd de la marge de manœuvre en avançant dans le temps. Vous avez des effets falaises sur les installations qui sont déjà là, des problématiques industrielles sur la capacité de déploiement. Plus on attend, plus il faut déployer vite. Et donc, il y a des limites industrielles et de compétences derrière, etc., etc. Donc, en fait, notre recommandation, c'est de dire oui, il y a des arbitrages politiques, mais réfléchissez en termes de risque, c'est-à-dire que plus on fait des grands paris, moins il y a de chances qu'ils se réalisent. Et en tous les cas, pousser tous les leviers parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer en termes de crise, en termes de disponibilité de matériaux, en termes de disponibilité de personnes. Parce que si par exemple, soyons fous et faisons un peu de science-fiction, il y avait une pandémie mondiale qui empêchait certaines personnes de travailler, ça vous ralentit quand même quelques cadences d'installation de votre mix électrique. Et donc du coup, l'idée, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on donne l'impulsion et qu'on réfléchisse à piloter les risques. Et sur le système énergétique, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir à comment on peut développer notamment l'utilisation de la biomasse pour en exploiter le potentiel énergétique, mais en gardant en tête qu'il y a une petite limite que vous voyez sur la droite, qui est la limite des sols. Et je vais revenir dessus à la fin. Sur le système électrique, pour finir d'illustrer ce que ça veut dire, tout à l'heure, je vous disais que la vision physique permet de comprendre quels vont être les arbitrages des 2 à 3 décennies à venir. Les arbitrages vont être physiques avant d'être économiques. Un exemple sur le système électrique. On veut électrifier plein de choses. On veut, par exemple, décarboner l'acier en produisant de l'hydrogène et en l'utilisant pour faire de la réduction directe. Et ça marche vraiment bien. Ça permet notamment de décarboner toutes les émissions de production de l'acier, qui sont des choses qu'on ne peut pas décarboner autrement, parce que c'est une équation chimique, donc sans changer l'équation chimique, les émissions sont là. Donc ça, c'est un vrai levier de rupture. Pour faire ça, il faut produire de l'hydrogène avec de l'électricité décarbonée, et donc vous avez un besoin d'électricité décarbonée qui augmente. Donc là, c'est 15 TWh supplémentaires dans notre projection. Il se trouve que les engrais, on les fabrique, les engrais azotés notamment, on les fabrique avec de l'hydrogène. Aujourd'hui, on récupère du méthane, donc c'est quand même plutôt carboné comme processus. On peut produire l'hydrogène à partir d'électricité décarbonée. Si on fait ça, en fait, on a besoin d'électricité décarbonée pour les engrais aussi. Et on a un peu, nous, pendant ce travail, on s'est rendu compte après coup, on a un peu fait un jeu de rôle de ce qui allait très, très, très probablement se passer dans nos économies
mondiale, européenne et française dans les prochaines années. C'est-à-dire que sur les engrais décarbonés, notre chef de projet industrie a dit on relocalise toute la production, on met la gomme sur l'infrastructure hydrogène, comme ça on peut réindustrialiser la production mener une politique de réindustrialisation de production de nos engrais à partir d'électricité décarbonée qu'on a, et ensuite on pourra exporter parce que l'agriculture a besoin de moins d'engrais. Donc en plus, on pourra restaurer la balance commerciale sur les engrais. Sauf qu'il nous faut 20 TWh pour faire ça. C'est de la physique. Et donc du coup, notre chef de projet énergie est venu nous voir et nous a dit vous les avez pas. On a dit comment ça? Si on les veut, il a dit c'est pas bon, on les a pas. Si on veut 20 TWh supplémentaires, puisqu'il y a des cadences industrielles et des cadences de déploiement qui ne sont pas supérieures à ce qu'elles peuvent être, il faut aller chercher 15 TWh supplémentaires autre part. Donc est-ce qu'on enlève une partie de la mobilité? Est-ce que finalement on ne fait pas l'hydrogène pour l'acier? Qu'est-ce qu'on fait? Et donc en fait c'est ça les arbitrages qui vont se passer. Vous allez devoir brancher vos activités directement ou indirectement, parce que ça passera peut-être par vos fournisseurs ou par l'aval, sur des besoins physiques, notamment en électricité, mais aussi en matière et en sol, qui seront contraints. Et on n'y pourra rien, parce qu'on pourra importer, mais il faudra importer, il y aura les mêmes contraintes autre part, donc c'est du report de contraintes. Et donc du coup, une fois qu'on a ça en tête, on comprend quelles sont les questions d'un point de vue physique qui vont se passer. Une fois que vous avez compris ces questions, on voit où vont être les arbitrages, et donc du coup, ça permet de se projeter de manière en fait assez fiable, beaucoup plus fiable qu'en réfléchissant au prix, parce que les prix sont très volatiles en période de crise et d'incertitude, beaucoup plus fiable qu'avec la variable euro, sur quelles vont être les tensions sur vos chaînes de valeur dans les années à venir. Un indicateur qu'on rajoute, c'est l'emploi. Pourquoi? Parce que de manière très très évidente, en fait, dans l'économie concrète, on a des flux physiques, et à chaque étape, on a du pilotage humain. Évidemment, j'ai des tonnes de choses qui vont rentrer dans des usines pour me produire d'autres tonnes de choses que je vais transporter pour produire des mètres carrés, mais derrière, j'ai bien des humains à chaque étape pour piloter tout ça et construire les mètres carrés à la fin. Si je prends un exemple concret, qui va être celui du fret, on se rend compte que la disponibilité de personnes et de compétences est une ressource critique pour la transformation. Et en fait, ça fait partie des indicateurs qu'on peut facilement rentrer dans notre modélisation physique, tout simplement parce que ça peut être vu comme des contraintes indépassables. C'est-à-dire que pour la rénovation, typiquement, si on n'a pas les compétences, aujourd'hui on ne les a pas, on peut lancer un programme de rénovation, mais on n'aura personne pour les faire les rénovations globales. Aujourd'hui, l'offre n'existe pas. Si vous n'avez personne pour les faire, du coup, vous allez avoir un déséquilibre offre-demande, vous allez vouloir former des gens et faire émerger l'offre, sauf que ça va vous prendre 5 à 10 ans. Et puis on a dit qu'on avait un fusil à coup. Donc 5 à 10 ans, ça commence à faire long. Donc c'est pour ça que maintenant, il faut avoir identifié où est-ce qu'on a besoin d'avoir de nouvelles compétences pour être sûr de pouvoir déployer le levier une fois qu'on a décidé. Sur la décarbonation du dernier kilomètre, on a un problème très similaire qui se pose, c'est que passer par la cyclo-logistique, plutôt que par les véhicules utilitaires légers électrifiés, nous permet de diviser par 10 le besoin en énergie pour transporter la même chose, à un niveau de service égal. Évidemment, ce n'est pas déployable partout, etc. Mais dans les endroits où c'est déployable, ça nous permet d'exploiter tous ces gains-là. Sauf que pour faire ça, quand on fait le compte, il faut produire des vélos, il faut des gens qui pédalent. Et aujourd'hui, on ne sait pas produire de vélos en France, et on n'a pas assez de gens qui pédalent. C'est 100 000 personnes. Donc 100 000 personnes qui se mettent à pédaler. Même si on a assistance électrique, il faut quand même créer l'offre. Et donc en fait, cette question, et c'est là qu'on aboutit, c'est qu'une fois qu'on a compris quels étaient les enjeux physiques, les arbitrages qu'il va falloir documenter, et donc les personnes qu'il va falloir mettre autour de la table. Si on regarde d'un point de vue économique, les engrais, les aciers, on n'a pas tant que ça envie de les faire discuter. Si on regarde d'un point de vue physique, on comprend qu'il va vite falloir qu'ils discutent. Une fois qu'on a compris ces arbitrages, comprendre en fait, en pratique qui va faire tout ça, on commence à avoir une politique économique et industrielle qui se dessine, que j'aurais pu commencer à vous détailler aujourd'hui, mais c'est mon partenaire Yannick, qui devait être là aujourd'hui, mais qui est malade, qui aurait pu vous l'expliquer, duquel il y aura l'adresse mail à la fin de la présentation et vous aurez les supports, parce que du coup, c'est un travail qu'on a commencé à mener dans le cadre du PTEF, de vraiment aller chercher les points de jonction avec les questions à poser en termes de gouvernance, de politique économique, de politique industrielle, et c'est des travaux qu'on continue de mener. On est en train de lancer un grand programme sur l'emploi et la formation.
et pour lequel justement on cherche des partenaires qui se posent ces questions. Donc j'espère que vous commencez à vous poser vos questions pour documenter, entre autres, par exemple, les problématiques de formation professionnelle. Pourquoi de formation professionnelle ? Parce que, oui, je suis bon en transition, je suis content. Parce qu'on a traité un peu moins de la moitié des emplois de la population active française dans le PTEF, sur les différents secteurs, donc sur l'agriculture, la chaîne agroalimentaire derrière, le logement, l'administration publique, la santé, etc. Une partie de l'industrie. Donc on n'a pas tout traité, mais on a traité de manière assez panoramique les secteurs qui étaient clés, ce qui nous permet de poser les bases d'un travail en fait, qui serait complet à la fin. Et ça nous a permis de faire ce type de bilan, c'est-à-dire d'être capable de voir, au vu des transformations qu'on propose, quels sont les secteurs qui perdent des emplois et quels sont les secteurs qui en gagnent. Les chiffres sont évidemment avec une incertitude. Ce n'est pas un scénario, c'est une modélisation qui permet de comprendre les points de force. Et ça vous permet de comprendre que dans l'industrie automobile, on perd énormément d'emplois, et la moitié en aval, c'est-à-dire jusqu'au concessionnaire. Ça vous permet de comprendre que dans le transport aérien, on divise par 2, alors en dehors de l'industrie, c'est vraiment c'est le personnel navigant et les aéroports, que dans le fret de vélo, parce que sur l'industrie, typiquement, il y a un renouvellement de flotte à mettre en place qui rend l'évaluation complètement différente pour l'industrie en tant que telle. Je dis pas ça parce que je viens de Toulouse. Sur le fret de vélo, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a besoin de 100 000 personnes qui pédalent, et dans l'agriculture, on a besoin de 300 à 500 000 personnes qui se mettent à biner. Alors ça a l'air gigantesque, en fait c'est les effectifs des années 90, c'est juste qu'on a descendu très très vite, donc ça fait beaucoup de monde à remettre dans les champs. Et tout ça, ça nous permet de poser les deux grandes questions. Quels sont les vases communicants? Où est-ce qu'on perd des emplois et où est-ce qu'on en gagne? Et du coup, quelles évolutions de compétences? Et en fait, ça, c'est les deux premières pierres, tout ça pour arriver aux deux premières pierres, les deux premières pierres pour construire toute la politique économique qu'il va nous falloir, parce qu'en fait, derrière ces questions, il y a toute la question des modèles économiques et des entreprises à changer ou non, pour comprendre quels vont être les besoins de formation, quels vont être les besoins d'articulation des différents modèles économiques, d'articulation des acteurs entre eux sur les territoires, etc. Et donc, je finis là-dessus, et mon temps est écoulé, donc je prends 30 secondes en plus, sur « il nous faut un plan ». Qu'est-ce qu'on entend par là ? Nous, on dit que le plan, ce n'est pas un scénario, c'est-à-dire vous ne dessinez pas une courbe en disant « voilà ce qui va se passer ». Un plan, c'est une liste d'actions, que vous savez, une liste d'actions avec le niveau d'action, donc pas simplement on va faire des trucs, mais ça à tel niveau, ça à tel niveau, avec les points de force des endroits où il va falloir arbitrer. Si on n'arbitre pas, on ne discute pas des arbitrages, qui sont les choses très très emmerdantes à déblayer. C'est là en fait qu'il y a du travail. Bon, si vous n'avez pas ces points-là, vous serez incapable de répondre à cette grande question. Comment, en partant du point de départ, on arrive à donner une impulsion dès le début pour aller vers nos objectifs 2050, c'est-à-dire se mettre à l'intérieur d'une zone de sûreté par rapport aux différentes contraintes, qui sont les contraintes fossiles, l'usage des sols et matériaux, pour s'éloigner de la contrainte fossile. Aujourd'hui, on est très très dépendant des fossiles, donc toute contrainte qui arrive du côté fossile est très impactante pour notre économie. L'idée, c'est de s'en éloigner le plus vite possible, et ensuite de se construire une méthode qui nous permet de piloter, parce qu'il va se passer des choses qu'on n'a pas prévues. Et une fois qu'on arrive à piloter ça, on se dit, bon, bah d'accord, on ne veut pas trop se rapprocher de la contrainte matériaux, pas trop de la contrainte usage des sols, donc on ne fait pas que du biocarburant et on ne fait pas que des batteries, parce que sinon on est collé à un des autres côtés. Bon, bah ça c'est une méthode, et une manière d'être sûr que la méthode est en train de déployer, et du coup dans un contexte où le secrétariat général à la planification écologique est en train de se lancer, le programme France Nation Verte, etc., en tant qu'acteur économique, on vous adressait une petite checklist ici, à garder en tête, et qui est en fait une liste de réclamations. C'est-à-dire qu'une planification efficace, qui doit se faire au premier plan au niveau national pour ensuite pouvoir être déclinée au niveau régional, ou en parallèle, une planification efficace doit avoir une vision physique et des compétences, sinon elle ne vous dira pas si vous avez besoin de discuter avec les engrais quand vous êtes un acteur de l'acier, et du coup ça loupe son objectif. Une vision systémique, c'est-à-dire qui boucle les choses pour être sûr qu'on a bien vérifié que le plan de transformation du logement était bien pris en compte dans la feuille de route ciment. Une coordination des acteurs, c'est-à-dire un questionnement sur la gouvernance. Qui fait tout ça? Est-ce que le SGPE en tant que tel va réunir les acteurs? Quelle salle de réunion on utilise pour réunir les acteurs? Est-ce que c'est au niveau territorial, national? Est-ce que les OPCO sont impliqués? Qu'est-ce qu'on fait? Et la gestion des risques, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on rentre dans une période d'incertitude. Rien ne sert de faire comme si on savait ce qui allait se passer, on ne sait pas.
Donc la question, c'est comment on fait pour gérer l'incertitude à venir avec un point d'arrivée très bien précisé. Je vous remercie de votre attention et du coup, à disposition pour en discuter, je serai là tout à l'heure. Merci. Merci Maxime pour cette keynote passionnante.